X aussi, on peut détecter les collisions de galaxies. La plupart des galaxies ont subi dans le passé des collisions ou vont subir dans le futur des collisions. Vous savez que notre galaxie va percuter, ou plutôt Andromède va nous percuter d'ici quelques milliards d'années, mais c'est le cas pour tout un tas d'autres galaxies. Vous voyez ici la galaxie des antennes, on voit très bien les deux galaxies qui se rencontrent, hein, et qui créent ce qu'on appelle une queue de marée ici, par interaction gravitationnelle. Voilà, ça c'est une simulation justement de la galaxie des antennes, donc la collision qui a donné naissance à cette galaxie. Supernovas, justement, qui enrichissent l'environnement en éléments lourds. Donc ça, c'est des choses qu'on sait très bien faire par simulation numérique. Bon, les planètes émettent aussi dans l'X, voilà, quelques-unes. Alors, très rapidement, je vais vous passer 5 minutes en gamma, puis je vais arrêter après. Alors, l'univers, maintenant, on va vers les milliards de degrés, c'est plus des millions de degrés, c'est des milliards de degrés. Les événements les plus violents de l'univers, c'est l'univers de gamma. Alors les rayons gamma, c'est comme des X, mais beaucoup plus énergétiques. Ils peuvent être créés de différentes façons. Je ne peux pas entrer dans les détails, mais ils peuvent correspondre à des phénomènes physiques violents. Et ils sont créés aussi par action de la matière et de l'antimatière. Vous savez que l'antimatière, c'est un des grands problèmes de l'astronomie qu'il va bien falloir qu'on essaye de résoudre ce 21e siècle. Pourquoi on est en matière et où se trouve l'antimatière? Au moment du Big Bang, il y avait autant de matière que d'antimatière. Et maintenant, on ne sait pas où l'antimatière a disparu. C'est quand même un peu embêtant, c'est quand même la moitié de l'univers. Hein. Alors, détecter les gamma, c'est encore plus compliqué que les X. Et on ne peut détecter que par des cellules photomultiplicatrices. Et comme on voudrait aussi mesurer leur direction, on va mettre des masques et on va faire tout un calcul mathématique pour essayer de trouver leur direction. Alors attendez, je vais vous parler. Voilà. Un des plus célèbres, c'est Fermi. Et Fermi, d'ailleurs, beaucoup de Français travaillent sur bien que ce soit un projet américain, beaucoup de Français travaillent sur cet observatoire en gamma. Et voilà le ciel en gamma. À quoi ça ressemble? Vous vous rappelez la forme de la galaxie? Donc ça, c'est notre galaxie. Et tous ces objets-là que l'on voit, ce sont des objets très énergétiques, comme des pulsars. Voilà notre ciel dans le visible, la Voie lactée dans le visible, voilà la Voie lactée en gamma. Bon, je vais avancer un peu vite, voilà. On a identifié une grande partie de pulsars dans l'univers. Fermi fonctionne toujours et étudie aussi notre galaxie. Et on s'est aperçu qu'autour de notre galaxie, vous allez voir un petit dessin, ça c'est notre plan galactique, il semble qu'on ait deux bulles de matière qui circulent au-dessus et en dessous de notre galaxie, on ne sait pas trop pourquoi. Alors, je vais terminer avec la suite. Donc, on veut essayer de remplacer Hubble. Alors, Hubble, c'était un télescope spatial qui était dans le visible. Mais on a tout vu dans le visible. Il n'y a plus rien à découvrir, hein, pour ainsi dire. Donc, les prochains télescopes spatiaux, ça ne peut être que dans l'infrarouge. Donc, le prochain, ça va être le James West Space Telescope. James West, c'était un administrateur de la NASA à la glorieuse époque des Apollo et des Mercury. Alors là, ça va être un télescope dans l'infrarouge.
et un télescope de 6,50 m de diamètre. Alors vous allez me dire, 6,50 m, ça ne rentre pas dans la coiffe de la fusée Ariane. Ça, vous avez raison, ça ne rentre pas. Alors si ça ne rentre pas, ben, vous voyez la différence? Ça c'est le miroir de Hubble, et ça c'est le miroir du James West. Vous avez remarqué que ce sont des hexagones, hein, et en fait on va plier tous ces hexagones et on va les déplier une fois qu'on sera à poste. Voilà une partie, vous voyez, ici vous voyez quoi, 6 hexagones, une partie des hexagones des miroirs, miroirs hexagonaux du télescope James West. Le voici à l'échelle 1. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. C'est ça qu'on va mettre dans la coiffe d'une fusée Ariane, hein, et qu'on va ouvrir en L2. Hein? Pas mal. Voilà. Donc ça, ce sont des protections solaires. Voilà donc le miroir principal, le miroir secondaire. Et évidemment, il va y avoir un refroidissement aussi. Il est plié de cette façon-là, dans le cône de la fusée Ariane. Il va être mis à poste en L2. Alors, il aurait dû être lancé, il aurait dû être lancé maintenant, mais évidemment, tous ces projets, ça prend du retard. D'ailleurs, il a failli ne pas se faire. D'ailleurs, bon, il y a beaucoup de politiciens qui voudraient bien ne pas le faire, parce que ça coûte tellement cher. Mais enfin, en principe, il devrait être lancé en 2018. Donc, alors, le problème avec ça, c'est qu'il est en L2. Donc, s'il y a un problème, on ne peut pas l'atteindre. L2, c'est 1,5 million de kilomètres, hein, de la Terre. Hein, c'est 5 fois la distance Terre-Lune, hein, c'est loin. Pour un dépannage, oui. Bon, il y a une question que je me pose. Pourquoi on ne met pas un télescope dans la navette, dans l'ISS? On l'aurait à portée de la main, on pourrait... Oui, c'est possible. Mais il y a déjà des télescopes dans l'ISS. Ah oui. Seulement, il faudrait l'accrocher. L'ISS n'est pas aussi stable que Hubble. Hein. Ouais. Il faudrait pouvoir... on va arriver à des choses un peu bizarres, parce que l'ISS, elle tourne autour de la Terre, et elle est orientée de telle façon que les panneaux solaires soient toujours dirigés vers le Soleil. Ça bouge tout le temps. Bouger tout le temps, c'est pas bien pour un télescope. Hein, donc, je pense qu'il va y avoir des incongruités là-dessus. Ça va pas être simple. Ça va être un peu... Mais il y a déjà, on fait des petites études, mais je pense pas que ça pourrait accepter un gros télescope. Donc, voilà. Il n'y aura pas de gyroscope à entretenir Excusez-moi? Il n'y aura pas de gyroscope à entretenir régulièrement? Eh bien, en principe, on essaye les gyroscopes ne sont pas forcément à entretenir. On a des roues à réaction. Hein. C'est plutôt des roues à réaction. Ils tombent régulièrement en panne sur Hubble. C'est un problème. Ouais. Disons, le James Webb, il aura une durée de vie de 10 ans. On va le garantir pour 10 ans. Il va y avoir de la redondance. Il y a beaucoup d'inconnus hein, quand même là-dessus. Surtout le fait de le mettre en L2, le moins de pépins. Hubble, c'était bien, on pouvait le dépanner. Oui. Bon, maintenant, on peut... C'est un satellite comme Hubble qu'on pourrait mettre sur, enfin, à côté de l'ISS, hein, peut-être pas, mais atteignable par l'ISS. Oui, mais on ne gagne rien. On ne gagne rien. Ce qu'on veut, c'est avoir un télescope plus puissant, donc avec un miroir plus grand. Hein, Hubble, c'est 2,40 m de miroir, Herschel, c'est 3,60 m, et ici, c'est 6,50 m. Si c'est pour mettre Hubble en L2, on n'a rien gagné. Hein. On a tout vu avec Hubble, pour ainsi dire. On a tout identifié. Donc voilà, j'espère que ce projet va se faire. J'espère surtout que Hubble ne va pas tomber en panne. Le dernier service après-vente fait sur Hubble, ils ont vraiment changé beaucoup de choses et mis beaucoup de redondance. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Je vous remercie.
pas pris trop de votre temps. J'espère que ça n'a pas été trop technique. Ce que je voudrais, c'est vous rappeler le programme prochain. Alors, comment on fait pour revenir? Comme le blanc. Attendez, je vais être obligé de faire quelque chose qu'il ne va pas aimer, mais tant pis, c'est juste pour vous montrer le programme. Il y a comme il y en a qui sont arrivés après le début. Voilà. La prochaine conférence dans ce cycle, ça sera le 29 mars. Ça va être très intéressant, ça sera moins sec qu'aujourd'hui. On va parler de Saturne, des satellites de Saturne, de Titan, de la sonde Cassini, de Huygens qui s'est posée sur Titan et